Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à qui intéressé pour écouter cette expérience un peu choquante. Et Monsieur X lui-même, qui j'ai couru beaucoup pour ce discours, mais ça va, à la fin, je suis là et voilà, je vais vous le présenter pour son expérience aux prisons de Napoli. Alors, Monsieur X, qu'est-ce que vous pensez de votre expérience le premier jour que vous êtes rentré aux prisons et pourquoi? Moi, j'étais un des soi-disant innocents. Premièrement parce que on m'a pas supplié un avocat. Alors j'étais sans avocat devant le tribunal. Et le juge, il n'a pas tenu compte que je parle pas bien l'italien. Alors j'avais pas non plus de traducteur. Ce qui a incité le juge à me juger vite et mal. Ou disons bien pour le système de justice italien, mais mauvais pour moi. J'étais surpris d'entendre que j'ai pris 1 année, 4 mois et 28 jours. Et pourquoi? En effet, qu'est-ce qui se passait, c'est que on m'a inculpé d'avoir volé un catamaran d'une valeur d'approximativement 1/2 million d'euros. Et 2 jolis moteurs et 3 jolies voiles. Et ça, c'est vrai, seulement que moi, je l'ai juste emprunté. Et voilà. Et comme j'avais pas d'avocat, j'ai pas non plus pu déposer recours à ce jugement, à ce premier jugement, dans le délai de, je crois, 30 jours. Alors, j'ai passé ces 30 jours et les prochains mois après à chercher un avocat qui était bien, qui m'acceptait et qui voulait pas le cash tout de suite. Ok, vous pouvez nous parler encore du port. Quand vous êtes arrêté au port avec cette yacht, est-ce que qu'est-ce que comment ils vous trouvez tout simplement? Bah, j'ai coupé les cordes de ce catamaran au milieu de la nuit et monsieur s'est supposant réveillé dans sa cabane. Il a couru derrière moi sur le bois du port et moi je me suis enfoui avec le catamaran. J'ai mis les 2 moteurs, j'ai commencé à hausser les voiles. J'avais une petite difficulté parce que c'était la première fois que j'ai conduit un bateau comme ça. Et il me manquait vraiment une cigarette. Et c'est cette cigarette qui me manquait, que j'ai cherché partout dans le bateau imprudemment parce que le volant il tournait. Moi j'étais à peut-être 90 km/h. Alors je cherchais profondément dans ce bateau une cigarette et peut-être un petit verre de champagne, mais il n'y avait ni cigarette ni champagne et j'étais un peu déçu. Alors j'ai décidé de approcher un port pour m'acheter un paquet de cigarettes, peut-être boire un café. Seulement que aussi le port, j'avais aucune expérience comment je pourrais approcher un port calmement. Alors j'étais un peu rapide. Alors parce que j'étais un peu rapide, les gens au bord ils commençaient à paniquer et me gueuler avec les mains haussées comme ça, les bras. Et me crier dessus, et moi je commençais à paniquer, aussi les gueuler. Et voilà, c'est devenu un peu agité. Alors avec mon joli bateau catamaran, je faisais pas beaucoup de dégâts, mais je tombais un petit peu dans le bois du nouveau port. Et surtout, la corde que j'avais lancée et se enroulée dans les moteurs. Alors, j'étais coincé parce que si j'aurais pu, j'aurais laissé tomber pour les cigarettes, j'aurais dit, bon, j'atterris le prochain port, probablement au Maroc ou en Tunisie.
voilà. Mais alors, j'étais coincé parce que quelqu'un a appelé police, après un policier vient. Il était gentil parce qu'il m'a offert 3 cigarettes, mais j'étais un peu coincé là, parce qu'à la fin du jour, c'est ça qui m'a amené à ma petite cellule. Ok, le premier jour de prison, quand vous êtes rentré, l'impression que tu as eu, le choc, parlez-nous de ça. Alors, si vous voulez, vous rentrez en prison par la première porte en vous sentant encore humain et libre. Et dès que vous traversez cette première porte et vous entendez la porte rentrer dans sa serrure, cette illusion de liberté et d'humanité, il vient d'y passer dans votre vie. Ok, qu'est-ce que vous avez vécu exactement en prison? Et combien de temps vous êtes... vous avez vécu là-dedans, quoi? Et qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez appris comme expérience, comme des épreuves? Les autres gens, est-ce qu'il y a des tueurs que vous avez parlé avec eux? Est-ce qu'il y a des criminels que vous avez parlé avec eux? Qu'est-ce que vous avez subi exactement dans ce prison? Alors, la première étape, c'est que on arrive dans un office et on doit enlever tout ce qu'on a. On garde aucune position, bien sûr pas des cordes parce qu'ils ont peur des suicides et tout ça, ou des lamelles de rasoir et toutes ces choses, mais aussi toutes ces choses personnelles, ils soi-disant mettent dans un coffre ou un storage et tu rentres dans le monde de prison. Alors en effet, ça monte et ça descend des escaliers, ça passe des longs couloirs, et il passe des autres prisonniers, des fois en menottes, avec des autres employés en uniforme, des offices, tout ça, jusqu'à vous arriver à un tract qui sera le vôtre, et à une série de cellules, dont une cellule sera votre cellule. Ok, vous étiez menotté. Vous étiez menotté depuis le port ou... Alors, dans la voiture de police, vous êtes menotté. Devant le juge, vous êtes menotté, sauf si vous êtes là dans votre cellule, dans la salle du juge. C'est comme une grande cellule à côté du juge. Et quand vous arrivez en prison, les menottes sont enlevées dès que vous franchissez l'office de l'entrée, de réception. Ok. Vous pouvez nous dire plus? Parce que ça suffit pas. Alors, est-ce que vous étiez torturé? Vous étiez menacé? Vous étiez menacé par les anciens prisonniers? Alors, bon, disons, les prisonniers, ils sont souvent là, des fois là pour beaucoup d'années. Ils n'ont pas de vie amoureuse, alors une tentation, c'est d'essayer de créer d'avoir du sexe avec vous. Alors, ça c'est un truc que vous devez faire attention et qui risque à mener à des disputes ou des agressions ou des choses comme ça. À part ça, je pense que c'est une question de respect, c'est une question de demander implicitement et silencieusement le respect des autres et donner ce même respect et n'essayer en prison de ne pas juger parce que tout le monde il est assez sensible au jugement et alors c'est mieux de juste dire ok, je suis un des pécheurs dans ce lieu et je ne vais pas trop aller dans les détails des autres pécheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi et comment,
Alors vous avez mieux à vous distancer des problématiques émotionnelles en prison. Mhm. C'est ça, parce que le vrai test de prison, c'est un test mental. Alors si vous n'êtes pas mentalement fort, vous vous désintégrez en prison. Votre existence elle tient sur un fil. La force mentale, c'est la seule force qui vous reste. Votre corps, il est affaibli par les circonstances, par la nourriture mauvaise, le stress, les différentes maladies et tout ça. Alors, qu'est-ce que vous restez une tête forte. Et j'ai vu des gens qui ont craqué mentalement. Et ça, c'est le stade le plus déplorable, hein, parce que là, vous êtes à la merci de tout possible événement, inclusivement que vous soyez amené dans une place pire, ou un hôpital, ou torturé, ou quoi. Vous perdez vos facultés de survie et de vous défendre. Ok, comment vous avez subi le premier soir le sommeil avec vous étiez dans une cellule seule ou vous étiez plusieurs et comment? Alors au début, ces cellules, déjà, ils sont très petites à la base, et en plus, c'est surpeuplé par des prisonniers. Il y a beaucoup trop de monde. Les lits sont jusqu'au plafond, non, à 3-4 étages, c'est rempli de monde, il n'y a pas un millimètre pour toi. Alors la première impression d'une cellule, bien sûr, c'est une intense claustrophobie. Et pour la propreté, la nourriture, les cellules? La propreté, elle est très théorique parce que vous avez ni les moyens, ni le matériel, ni les produits pour y avoir une certaine efficacité de nettoyage. Mais en prison, on essaye vraiment tout de faire tant qu'on peut. Alors les prisonniers, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la cellule sous l'eau avec plein de savon, ils essaient d'enlever le max chaque jour, des fois plusieurs fois. Mais en essence, tout est rempli de virus et de bactéries. Et il faut s'imaginer qu'il y a plein de monde qui arrive directement de la rue, d'une nuit de clochard dans une cellule. J'ai moi-même vu un monsieur, il voulait absolument pas se toucher. Il voulait plus se toucher toute la vie. Et c'était assez dur et ça pire chaque jour plus. Alors on peut s'imaginer un peu, les maladies se répandent vite, il y a un traitement sanitaire enlève ce putain de traitement sanitaire absolument inefficace. Les seules pilules que tu reçois, c'est contre la douleur. T'as ni d'antibiotiques, ni rien qui pourrait guérir quelque chose. C'est purement palliatif, alors contre la douleur, des trucs assez légers. Alors les gens, ils essaient intensivement de se droguer avec n'importe quoi. Il inclut des trucs chimiques, des pilules qu'ils poudrent et après ils mettent dans des cigarettes, du tabac, et tout mélange de différents produits nocifs et dangereux. Et comment les gardiens, comment est-ce qu'ils étaient gentils avec vous? Est-ce qu'il y a des vrais soins? Est-ce qu'il y a des morts qui sont morts d'une maladie ou quelque chose comme ça? Les soins, comment les soins? Alors les gardiens, ça dépend beaucoup de la personne. Il y a des gardiens qui sont souvent déjà un peu âgés, qui sont en effet très respectueux et très gentils, et qui traitent les prisonniers plutôt comme des amis. Qui sont aussi conscients, ils m'en parlaient souvent, que les criminels, ils ne sont pas en prison, ils sont dehors. Et ils sont dans la position triste de devoir s'occuper, tenir en cellule des gens qui souvent sont pas coupables ou coupables de petits crimes. Que leur peine elle va pas avec le crime. Et la deuxième chose que, après il y a typiquement des plus jeunes gardiens,
qui sont assez frustrés, qui des fois ils sont carrément jaloux des criminels. Et cette attitude, il la manifeste. Je me rappelle d'un assez jeune, grand, il était si con, tous les jours il voulait que moi je fasse un business avec lui, avec des comptes de banque et tout criminel. Je disais, c'est pas une bonne idée, tu parles de tout ça ici. Et il voulait pas arrêter. Alors, il y a des gens, des gardiens assez bizarres, des autres sont très corrects, il y a des employés qui s'intéressent pour les prisonniers, des autres qui s'en foutent complètement. Euh, il faut aussi être conscient qu'il y a beaucoup de gens avec des problèmes mentaux, des fous en prison. Par exemple, je me rappelle d'un jeune noir qui n'arrivait pas à rester dehors, qui l'ont toujours retourné après une journée pour des années. Et ce monsieur, il passait de humour de moment à moment entre moi je suis courageux et cool, et il se met pleurnichant par terre et il commence à pleurer jusqu'à le garde il vient et lui supplie pour qu'il... Monsieur, dame, on a fait une petite pause parce qu'il est encore fatigué, le monsieur. Et puis on continue, on écoute qu'est-ce qu'il parle des sojigats de prison, comment ils traitent et tout ça. On continue avec Monsieur X, s'il vous plaît. Donnez la parole. Oui, alors les gardes, il y avait différents types, un peu plus âgés, souvent modérés, respectueux, calmes, conseillants. Et les jeunes, des fois, plutôt un peu agressifs, jaloux, carriéristes, bien sûr, et tout ça. Et ça dépendait bien sûr aussi comment on les approchait, quoi. Comme toujours. Alors, Comment, comme toujours? disons que la relation entre ces employés, les prisonniers, ça dépend beaucoup aussi de comment les employés ils se comportent. Et bien sûr, comment dire, on a bien vu que les employés, souvent, ils rentrent au travail avec leurs propres problèmes familiales ou qu'est-ce que c'est de leur vie privée. Et après, tu les fais chier beaucoup, ils se font stresser comme les prisonniers et ça crée des problématiques, quoi. Ce qui est le plus qui t'a manqué aux prisons, est-ce que vous avez eu des visites? Comment ça se passe, les visites tout court aux prisons de Napoli? Le plus dangereux. J'ai aucune idée comment ça se passe les visites, parce que moi, j'ai personnellement pas eu le plaisir d'une visite pendant cette plus d'une année à Poggioreale. Mais j'ai participé aux visites indirectement, alors souvent c'est assez rigolo, c'est un peu triste à regarder. Les prisonniers, ils se préparent beaucoup pour les visites, souvent, et ils se préparent la tête et tout, des douches, des parfums, et ils sont assez excités. Et quand ils reviennent de visite, souvent ils sont un peu attristés, bien sûr, parce que c'est déjà fini et tout ça. Et ils portent des présents avec eux, des trucs à manger, des trucs comme ça. Et même moi, j'ai pas eu de visite. Alors, Pourquoi? Parce que Pourquoi vous pas avez tout le payé? monde il savait que j'étais en prison, parce qu'il y avait des gens qui savaient qui n'avaient pas envie de me visiter, et parce que j'avais pas vraiment d'amis. Comme c'est surprenant de voir combien de gens ils arrivent en prison et ils réalisent qu'ils n'ont aucun ami dans la vie, ou pire que les gens
qui pensent être leurs amis, ils leur mettent encore des problèmes en prison, ils créent encore des problèmes supplémentaires pour eux pendant qu'ils sont en prison. Alors souvent les gens, ils seront conscients qu'ils sont très très seuls dans la vie. Et Comment vous avez supporté cette absence des gens que vous connaissez, qui ne sont pas venus vous visiter, ou même pas une lettre, ou même pas au rien? début c'est dévastant parce que c'est la solitude totale, et l'échec et tout. Mais l'avantage que ça porte, comme toutes les choses dans la vie, je pense qu'il y a deux côtés d'une chose. L'autre côté de cette chose, c'est que ça force une personne à devenir plus résilient et essayer de s'aimer soi-même à un Discipliné. point, oui, discipliné, oui. Alors Aussi, ça, c'est des qualités positives de la prison que vous mm, parlez. oui, bien sûr. Ouais, ouais. Alors, la discipline, ça c'est aussi les mémoires de nouveau de ma grand-mère qui m'ont aidé parce qu'elle était une personnalité très disciplinée, avec une journée très structurée. Et j'admets, comme jeune personne, comme enfant, j'ai trouvé ça assez bidon. Pourquoi il fallait manger toujours à 7 heures et tout ça. Et j'ai essayé de faire dans ma vie tout le contraire un peu. Mais j'admets aussi que cette routine, cette structure, elle porte certains avantages. Et par exemple, dans un lieu comme la prison, c'est un avantage d'avoir comme des petites habitudes qu'on se crée. Comme ça, le temps, il passe mieux, non? Tu te dis, ok, à 2 heures, le corps, la tête, elle se prépare qu'à 2 heures, on va marcher 1 heure dehors et on va discuter certaines choses. Excusez-moi, Monsieur X, mais est-ce qu'il n'y a pas des activités dans le prison de Napoli? Non. Des activités pour les prisonniers comme cuisine, comme apprendre à cuisiner, Ouais. comme salle de sport. Non, non, il n'y a aucune activité pour les prisonniers, à part voilà, sortir 1 heure par jour ou peut-être 2 heures dans le petit couloir dehors, comment on appelle ça, petite salle ou quoi, patio dehors. Et il n'y a rien de concret. S'il s'achète un jeu de cartes, jouer aux cartes, ou regarder une télé qu'il y a, mais il n'y a pas autre animation, quoi que ce soit. Il y a aussi la possibilité de participer, de faire une école en prison, mais moi j'ai essayé mon possible pour avoir une place, mais on ne m'a pas donné, surtout parce que on m'a dit que je reste pas assez longtemps pour finir une étude là en prison, en disant qu'il dure généralement au moins 2 ans. Juste une question encore. Est-ce qu'il y avait des Maghrébins à Naples, aux prisons? Oui, Comme des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, oui. Alors moi, personnellement, j'ai que vu des Tunisiens. Non, j'ai vu presque des Tunisiens. Et un Marocain, intéressant, c'était que le Marocain, il était dans la vente de cannabis ou de chocolaté, de hashish, des petites quantités plutôt. Et tous les Tunisiens, ils s'en étaient... non, c'est faux aussi. Non, j'ai vu 2 autres Marocains. Non, c'était Tunisien. Attends, il faut vraiment que je réfléchisse. Non, c'était Tunisien. Oui, alors, tous les Tunisiens que j'ai vus, ils étaient tous en prison pour des crimes violents. Ah, Alors, des crimes qui involvaient la violence, entre autres, il y avait ou plusieurs jeunes qui étaient involvés dans des attentats violents sur des gens, je veux dire des repris, voilà, prendre la montre, tout ça. Et il y avait un autre Tunisien un peu plus âgé qui était spécialisé sur les repris de camions, et lui aussi, disons, il était armé quand il faisait ça, et habituellement, il employait la violence pendant ses crimes. Alors, Marocain, c'est le seul que moi j'ai vu, il était voilà, du type non violent qui vendait un peu de cannabis. dans les prisons?
Dans les prisons, Ou est-ce qu'il y a des drogues? Oui, bien sûr. Il y a des drogues, mais à des prix. et c'est qui euh, fait rentrer la drogue aux prisons? je ne sais pas exactement ça passe par qui, mais souvent ça arrive. Je pense que... Bonne question. Alors, il y a un tract où il y a des femmes-hommes, ou des hommes-femmes, ou des êtres... euh, comment on dit ça? Diversification sexuelle. Et peut-être c'est eux, parce qu'on trouve pas mal de drogue vers eux. Peut-être que c'est eux qui arrivent à mieux le rentrer en prison dans leurs différents ustensiles, vêtements remplissables. C'est une théorie, non? Mais en tout cas, les drogues, oui, ça arrive en prison. Non, il n'y a pas des immenses quantités. Preuve que beaucoup de prisonniers, ils essayent de se connecter avec différents trucs bizarroïdes, leur propre drogue. Mais bien sûr, il y en a. Juste Il vous a des proposé prix. de prendre la drogue avec eux? Oui, moi j'ai fumé quelques joints, un peu avec eux, tant comme laissé, parce que dès que quelqu'un il allumait un luxurieux joint, t'avais toute la cellule qui lui courait derrière et qui était tout à coup son meilleur ami Et pendant ça la vient durée. d'où la drogue? Comment ils rentrent en prison? Est-ce que Oui, par les alors, familles, les amis? oui, Est-ce que globalement, la corruption aussi, il y en a? peut-être, oui, peut-être, mais je pense plutôt par les visites et après. C'est à chaque employé d'être plus ou moins rigide quand il fait des contrôles de corps, soit avec les mains, avec l'appareil, tu vois. Alors, il peut bien se dire, oh, je n'ai rien trouvé, ou il peut bien se dire, je vais trouver quelque chose. Non. Ok, monsieur X, vous avez quelque chose encore à rajouter sur cette expérience? Alors, Tristesse, et je pense j'imagine vous êtes qu'une triste. une chose à rajouter, non, c'est que on pense souvent que la torture en prison, elle se passe toujours souvent en cachette, que la torture en prison elle consiste de voilà, ramener des gens dans une cellule et taper ou comme ça. Euh, la torture mentale d'être amené en isolation, il me paraît pire. Moi, heureusement, j'étais jamais en isolation. Aussi un peu dû parce qu'ils avaient juste pas la place. Sauf la première semaine. Et je dois dire que mentalement, c'est assez dur. L'isolation, elle vous détruit. Pour ça aussi, tenir des gens en isolation pendant plus que 10 jours, 2 semaines, c'est considéré la torture par l'ONU. Alors, cette stratégie de garder les gens en isolation pour des temps prolongés, durées prolongées, elle est inhumaine. Et il me paraît vraiment qu'il faudrait que pas seulement en Italie, mais les prisons en Amérique, en Suisse. Il y a des cas très fameux comme Julian Assange qui était tenu beaucoup d'années en isolation, ou en Suisse, M. Brian Keller qui en a tenu 6 ans en isolation. Oui, je Que, vais faire et, un documentaire aussi avec lui voilà, ici. que c'est choquant et ils étaient mentalement déformés jusqu'à des maladies corporelles, Mais bien parce qu'il sûr. était aussi innocent. Oui, aussi, voilà. Et voilà, alors cette tactique de garder les gens humains en isolation, on peut simple essayer dans sa propre maison, on se met juste dans une chambre, on arrête les lumières et tout, on reste là, on essaie de rester là 24 heures. Cette isolation, elle est dure à supporter mentalement, et il faudrait l'arrêter, non? Le but, c'est toujours, il faut se dire, de la société, c'est de gérer des humains qui ont fait des fautes dans leur vie, certaines des très graves, des dures, euh, mais le but, ça doit être qu'ils deviennent sains de nouveau, plus ou moins dans leur tête mentalement, et qu'ils arrivent à vivre après leur prison, après leur peine, une vie normale dans la société. Et si on les met en isolation, on n'arriverait pas à ce but. On arriverait à créer des fous qui sortent et qui sont des monstres c'est des Frankenstein, c'est des fous que la société elle a créés par ce besoin illogique de torturer les gens parce qu'ils ont fait un crime. Parce qu'à la fin du jour, si on torture un humain
il va devenir méchant. À part il est criminel ou non, il va juste devenir méchant. Ça va pas lui soigner, guérir ou faire une meilleure personne. Ok, je vous remercie beaucoup, monsieur, dame. On a parlé de Brian Keller en Suisse. Aussi, il vient de sortir de prison. J'espère qu'il accepte que je fasse encore un interview avec lui en Suisse. Et on verra la différence entre le président de la Suisse, Napoli et les autres que moi je cherche. Pour dire tout simplement attention, c'est pas bon les prisons. Attention, on détruit notre cerveau psychiquement, moralement, physiquement, tout. On peut mourir même aux prisons à cause de torture. Alors en Suisse, il y a un exemple très frappant. Comment facilement on peut mourir en prison par torture, surtout si on a la malchance d'être né comme personne noire ou colorée ou de couleur, parce que les forces d'ordre, la police suisse, ils ont partout un peu des petites cellules de postes de police et tout ça. Et ces cellules, bizarrement, ils sont pas très sûrs, pas très bien contrôlés. Et souvent, on trouve un petit noir le matin mort dans sa cellule. Et la police, elle est pratiquement jamais ou jamais tenue responsable pour ces événements. Alors... chacun il est responsable pour ce qu'il fait. Oui, bien sûr. Mais en Suisse, il n'y a pas d'organe ou juge ou système qui pourrait inculper à un policier. Simplement, s'il y a un problème dans la police, c'est la police elle-même qui va investiguer leurs propres forces pour déduire, bien sûr, qu'il n'y a pas de coupable policier. Ok, monsieur X, là, on ne parle pas de la Suisse, là, on parle de prison de Napoli. Comment vous êtes sorti de là? Ben, heureusement, par mes pieds. Alors, voilà. Comment vous avez reçu cette bonne nouvelle que vous allez vraiment sortir et libre, mais cassé en même temps du chagrin, de tristesse, d'innocence? Je crois, je me rappelle bien, c'était le matin tôt, vers 6h30, 7h, que j'étais déjà assis devant ma cellule, j'ai tout préparé, donné mes vêtements que je n'avais pas absolument besoin, et préparé mon petit sac. Et j'étais là assis avec mon dernier tabac, en train d'attendre, impatiemment. Je crois tout à l'heure on a parlé de ça. Ouais. Quand vous êtes sorti de prison, alors ils vous ont ramené dans une autre poste et tout, et tout. Après une semaine de prison, comment vous avez vu dehors? Est-ce que ça a changé quelque chose dehors après une année et demie de prison? Non, pas beaucoup. C'était encore avant le corona. Et c'est peut-être avec le corona, il y a des choses qui ont changé. Mais à ce moment-là, non. Ok. Alors, messieurs, dames, je vais finir là parce que ça me triste et ça me chagrine beaucoup, ça. On va voir les prochains épisodes. Restez avec Fatima Dia. Bon après-midi et bonne soirée. Merci beaucoup. La dernière mot à Monsieur X. Oui, alors, c'est intéressant de voir que il y a 10 ans, parler de prison, spécialement en étant un ex-prisonnier, c'était une honte. Et heureusement, les dernières 10 ans, un grand mouvement si vous voulez, de renouvellement de système de pensionnaire, voilà. Pententionnel a été mis en action. Et là, vous avez plusieurs chaînes avec des millions d'abonnés sur YouTube. Vous avez alors plein de monde qui supporte et qui ne veut plus que ce soit une honte. Soit en Tunisie où les jeunes ils se révoltent qu'une
enregistrement que tu étais en prison, ça reste toute la vie sur ton dossier. Soit ça en Amérique où les gens ils deviennent conscients qu'il y a des millions et des millions qui sont en prison pour des simples charges de drogue, de consommation. Alors ça, c'est Juste partout ainsi dans de le suite. monde, Monsieur X, on parle juste de ça. Oui. Moi, je vais finir avec vous par salutation, par un conseil pour la population et puis pour les ados, pour tout. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu conseilles pour le prison? Les autres. Alors moi, je pense que, bien sûr, il faut éviter l'expérience de prison. Il y a une partie de l'entertainment pour les jeunes, la musique, spécifiquement le gangster rap, qui glorifie le crime et qui glorifie la prison. Et ça me paraît dangereux. Je pense qu'il y a une grande différence entre, mettons, les pantalons un peu plus bas que le cul dans la rue et devoir subir la vie de prison. Et alors, Ok. ça, je pense que c'est important de savoir. Et je pense que il y a ce style de rap, non? Avec ses sonores et les grandes voitures, les filles et tout ça, ils advertisent une vie où l'argent il est facile et rapide et on peut se permettre toute cette vie glorieuse, Dolce Vita, la mafia, style mafia. Et il ne parle pas des conséquences, il ne parle pas qu'on se fait shooter dans un très très jeune âge, comme chez la mafia, par rapport aussi. On ne parle pas des risques de passer le reste de sa vie en prison, et on ne parle pas du risque de voir s'entretuer, se tuer des amis, des membres de famille, ainsi. Est-ce que le racisme aux prisons, ça existe, c'est sûr? Oui. Ok. Mais c'est presque un régionalisme. Ça m'est arrivé d'être jeté d'une cellule avec un double meurtrier, deux meurtriers, un double meurtrier, parce qu'on me disait, t'es pas de Napoli, tu sais, nous, notre culture, ça va pas avec toi. Alors, ce sort de régionalisme, racisme, j'ai trouvé. Après, je dirais comparé en Amérique, aux USA, il n'y a pas ce racisme blanc-noir très fort. Parce que la mafia aussi, par exemple, traditionnellement, les Noirs, ils sont aussi intégrés. Il y a un peu peut-être, oui. Je me rappelle un cas d'un monsieur de Gambia qui s'est bagarré intensivement avec sa cellule, avec des Italiens. Il m'a dit que c'était pas racisme, ils ont insulté lui et sa mère et tout. Et il s'est bagarré avec 4, mais il a pu gagner. Aussi devant la prison, parce qu'ils me l'ont enlevé après le travail qu'il avait, mais il a pu le réinstaurer, et alors il a changé de cellule après avec nous. Alors ça c'est un cas. Je pense oui, il y a du racisme, mais moi-même je ne l'ai pas activé mon racisme et je ne l'ai pas vraiment vu à part peut-être des événements comme mais c'est pas j'ai pas Alors, vu beaucoup de racisme. il y a une information que je vais vous dire, c'est que Monsieur X, il n'a pas le casier judiciaire chez lui, parce qu'il n'a pas fait le prison. Chez lui, il a fait le prison à Napoli. Ce qui fait qu'il n'a pas de casier judiciaire. Je vais vous parler de casier judiciaire la prochaine fois, Inch'Allah, parce que moi, je suis contre le casier judiciaire. Ça y est, on a payé. On a fait une bêtise, on a payé 15 ans, 20 ans, je ne sais pas. Alors, je demande aux pays qui ont ça encore, le casier judiciaire, qu'ils les enlèvent, s'il vous plaît, parce qu'après, c'est un grand problème pour travailler pour les jeunes. Et c'est pour ça, après, ils passent la mer pour mourir parce qu'ils ont encore le casier judiciaire qu'ils ont déjà payé aux prisons.
Voilà, je finis avec ça. Je rentre pas profondément. Je vous remercie beaucoup pour votre Alors. écoute et puis votre intéressant et attention pour vos enfants vous-même. Du présent, c'est pas un château ou c'est pas un luxe ou c'est pas passer un week-end. Au revoir, messieurs, dames. À la prochaine. Elle a dit maison. C'était bien. C'était le c'est top. pas- C'était le C'est top. enregistré. C'était le top, tu dois. C'est bien, je parlais des...